Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'opposition comorienne fustige le report des élections législatives. Un décret présidentiel présenté ce lundi a reporté le scrutin de plusieurs mois. Immersion dans la ville de Télimélé, une ville de Guinée, foyer de l'épidémie Ebola. Les autorités ont annoncé avoir observé un taux de guérison particulièrement encourageant. Et puis le numérique en quête d'un cadre juridique au Sénégal. Le secteur possède un fort potentiel. Il atteint 11% des richesses du pays, soit l'un des taux les plus élevés en Afrique et dans le monde. Report des élections législatives sur l'archipel des Comores, initialement prévues au début du mois de novembre. Les élections législatives ont été reportées au 28 décembre 2014 et au 1er février 2015. La nouvelle annoncée par le ministère de l'Intérieur lundi est aussitôt critiquée par l'opposition, comme nous le montre ce sujet de Yohan Djameta. C'est par un décret du président Douanine que les élections législatives comoriennes de novembre ont finalement été reportées, avec un premier tour désormais prévu pour le 28 décembre 2014 et un second tour en février 2015. Un report non expliqué par la présidence, mais qui trouverait son origine en partie dans le financement de ces élections. Il y a en effet, par rapport à ce report, ce que l'on peut appeler une difficulté majeure qui est liée à la fois au problème de financement, mais aussi aux problèmes politiques réels qui existent aux Comores. Il y a une contestation de la part d'une partie de l'opposition sur la manière dont ces élections législatives ont été décidées, sur les problématiques administratives, sur les problématiques de financement des campagnes et sur le positionnement effectivement des candidats. Bon, il se trouve en effet que globalement, entre l'opposition et la majorité, il y a une situation de mésentente réelle, et ce qui a amené, bien entendu, le gouvernement comorien à reporter ces élections. Mais pour d'autres, le problème du financement ne serait qu'un subterfuge et démontrerait l'incapacité du gouvernement à gérer son budget. On ne peut que déplorer nécessairement que le gouvernement ait été en possession de plusieurs milliards de francs comoriens investis dans des programmes d'infrastructures sans appel d'offres. Ils ont enrichi des sociétés étrangères par complaisance, et cet argent dilapidé, le gouvernement n'a pas pensé à s'organiser pour justement financer les dépenses de souveraineté. Il n'est pas normal qu'on vienne nous dire aujourd'hui que pour des raisons de finances, les élections sont reportées. C'est pas du tout normal. Sans ressources propres, l'organisation des élections comoriennes devra se dérouler essentiellement sur la base des donateurs internationaux comme l'ONU ou l'Union européenne. Tunisie, le délai pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle a expiré ce lundi. L'opération avait commencé le 8 septembre et 69 politiciens sont désormais inscrits. Parmi eux, on notera Moustapha Benjafar, ancien président de l'Assemblée nationale constituante pour le parti Etakato, ou encore Monsef Marzouki, actuel président de la République. Pour rappel, l'élection présidentielle est prévue le 23 novembre 2014. Alors que l'Organisation mondiale de la santé annonce que le virus de la fièvre Ebola a causé près de 2800 décès, zoom sur Télimélé, une ville située à 260 km de Conakry, la capitale guinéenne. C'est l'une des rares villes du pays à maîtriser la propagation du virus Ebola. Le taux de guérison des personnes affectées par le virus est assez élevé. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les autorités sanitaires de Télimélé freinent la propagation de l'épidémie d'Ebola dans la ville. Au centre-nord de la Guinée, Télimélé est l'une des rares villes du pays où le taux de guérison des personnes affectées par le virus est assez élevé. 16 malades d'Ebola sont guéris sur 23 cas enregistrés au centre d'isolement de la ville en fin mai. À ce jour, aucun nouveau cas n'existe, pas de malades, aucun décès et il n'y a plus de patients à suivre. Un exploit collectif qui donne aujourd'hui ce qu'on appelle le modèle Télimélé. Ce modèle tient en fait sur la parfaite collaboration qui a existé entre tous les acteurs au moment de l'épidémie. Aussi bien les services de santé, les partenaires, la population, les autorités, et auxquels il faut ajouter la participation des ressortissants de la préfecture qui ont vraiment agi. Et la population ont vraiment compris, ont vite compris et ont adhéré au processus de lutte contre la maladie. L'adhésion des communautés reste un facteur déterminant à la riposte à l'épidémie d'Ebola en Guinée.
Les autorités viennent d'adopter une nouvelle stratégie de lutte contre l'épidémie. Elle est essentiellement consacrée à amener les populations à prendre conscience de l'existence du virus Ebola. Les autorités annoncent le renforcement de la stratégie suite à l'assassinat récemment par des habitants de Womé au sud du pays d'une mission de sensibilisation sur le virus. À Télémilé, les responsables ont su contenir les préjugés liés à l'existence de l'épidémie. Les gens ont voulu au départ politiser la maladie, mais nous avons réussi à leur dire que c'est faux. Cette maladie est une réalité. Nous avons installé un kit à la rentrée de Télémilé. Pour tous les passagers qui viennent de Kindia et d'ailleurs, quand ils rentrent à Télémilé, ils se lavent les mains avant de rentrer dans la préfecture. Sur 23 cas d'Ebola confirmés en fin mai à Télémilé, la ville a enregistré 10 décès. Une centaine de contacts avaient été identifiés et suivis. Aucun cas n'a de nouveau été enregistré, mais la petite ville de Télémilé reste en état d'alerte, alors que le virus Ebola a fait à ce jour plus de 500 décès en Guinée. Au Sénégal, le plan Sénégal émergent, cheval de bataille du président Macky Sall, s'appuie sur une croissance économique rapide et sur le développement des secteurs comme l'agriculture ou les infrastructures. Mais le numérique n'est pas en reste et les autorités veulent s'appliquer à mettre en place un cadre juridique pour réguler l'activité numérique. Notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye, nous explique comment. Les technologies de l'information et de la communication ont fini par occuper une bonne place dans le tissu économique sénégalais. L'accès aux services de téléphonie tant fixe que mobile s'est élargi très rapidement dans les années 1990 grâce au succès économique des télécentres privés autorisés pour la première fois en 1992 et par suite d'un bond phénoménal de l'utilisation des téléphones cellulaires passant de 7 000 à 100 000 abonnés entre la fin 1997 et la fin 2000. Le numérique contribue à hauteur de 10% dans l'économie du pays. Une contribution qui, selon le président de l'Organisation des professionnels des TIC au Sénégal, est due essentiellement à un secteur des télécommunications dynamique. Il est même en mesure d'atteindre le seuil de 20% en 2020. Mais pour ce faire, le président de l'Optique invite à relever les grands défis qui se posent au secteur. Le secteur a besoin d'une politique, d'une vision et d'une stratégie claire. Le Sénégal est sans lettre de politique sectorielle et stratégique depuis plusieurs années. La feuille de route actuelle du gouvernement s'articule autour du PSE, qui pour nous ne donne pas la place que devrait avoir le numérique dans un pays comme le Sénégal, qui aspire à l'émergence. Un autre défi qui se pose à nous, c'est l'environnement du secteur. La gouvernance du numérique pose problème aujourd'hui, tant l'instabilité institutionnelle est criarde et le dispositif institutionnel pas toujours efficient. Cependant, même si l'absence d'un cadre juridique et réglementaire du secteur des télécommunications est déplorée, il n'en demeure pas moins que le Sénégal dispose depuis février 2011 d'un nouveau code des télécommunications. Depuis 2011, on évolue dans un secteur de télécommunications où le cadre juridique n'est pas encore achevé. Donc cela, évidemment, pose problème aux différents acteurs qui interviennent dans le milieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler et nous ferons le nécessaire pour que d'ici la fin de l'année, qu'on puisse signer les décrets d'application. Au Sénégal, l'opérateur Sonatel filiale d'Orange a lancé en 2012 un service d'envoi de fonds permettant à plus de 200 000 abonnés d'envoyer et de recevoir de l'argent par le biais de leur téléphone portable. Ce décret d'application est ainsi très attendu par les acteurs des TIC. Il pourrait favoriser plus d'investissements dans ce secteur sur lequel le Sénégal compte aussi pour la mise en œuvre de sa politique d'émergence. La première centrale nucléaire d'Afrique du Sud sera opérationnelle d'ici 2023. Pour cela, elle aura besoin des 8 réacteurs nucléaires que la Russie compte lui livrer. La transaction conclue récemment se chiffre à $10 milliards. Un accord passé lors de la conférence de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui se déroule en ce moment dans la capitale autrichienne et qui signe la fin de l'exclusivité du groupe français Areva avec l'Afrique du Sud. La culture à présent et exposition d'art plastique à Nouakchott. L'artiste plasticien Béchir Maloum expose à l'Institut français de Nouakchott des œuvres qui mélangent la peinture et la photographie. L'objectif pour lui est d'allier tradition et modernité pour parler de sujets d'actualité. C'est un sujet de notre correspondant Franck Nedofina. Interprétation, c'est le nom de son exposition. Béchir Maloum, photographe, sculpteur, dessinateur, a plus d'une corde à son arc.
Les œuvres qu'il a choisi d'exposer jusqu'au 9 octobre sont un mélange de photographie et de peinture qui met en exergue l'actualité en Mauritanie, mais aussi en Afrique. Né d'un père mauritanien et d'une mère libérienne, Béchir Maloum a passé son enfance en Guinée où il a découvert la peinture. Avec des ingrédients comme l'humour et la gravité, l'artiste fait référence à sa culture et à ses origines pour parler des sujets qui fâchent. Dans cette série de travail, je voulais à la fois créer le lien entre les deux travaux que je fais, la peinture et la photo, où à la fin, la photo n'est plus une photo pour moi, le dessin n'est plus un dessin. Ce qui compte, c'est le message que ça a passé. Dans la série de travail qui est là, ça parle beaucoup de l'actualité. C'est pour ça que sur toutes les photos, si vous remarquez, il y a une identité qui est cachée derrière beaucoup de sujets. Ou si tu remarques sur certaines photos où je barre le visage de la personne. Pendant plusieurs années, l'art plastique est resté tabou en République islamique de Mauritanie. Une ancienne génération d'artistes plasticiens a aujourd'hui laissé place à des plus jeunes pour qui l'alliage entre la tradition et la modernité représente le ciment pour une production réussie. C'est très tabou la peinture chez nous en Mauritanie. Si vous savez, c'est un combat, on mène jour après jour. Un combat, on mène jour après jour. Déjà, c'est vrai que dans le monde entier, être peintre, c'est pas facile. C'est un métier où on dit ouais, tu es peintre, voilà quoi, tu vois. Ici, c'est plus dur parce qu'on est tous dépendants des experts qui passent dans le pays. C'est-à-dire ceux qui consomment l'art, ceux qui encouragent les artistes à continuer dans l'art, c'est beaucoup des étrangers. Si vous regardez un exemple, on a 2 ou 3 lieux où on fait des expositions en Mauritanie. Des lieux d'exposition qui manquent, des artistes qui ne sont pas toujours encouragés. Les problèmes auxquels doit faire face l'art plastique en Mauritanie sont de divers ordres. Des initiatives sont aujourd'hui en cours pour rendre accessible l'art, notamment dans les écoles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.